Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va parler de la posture professionnelle, particulièrement de la posture d'accompagnement. Puisque si tu me suis depuis quelques mois, voire quelques années, puis ça fait des années que je m'occupe de ce sujet-là, tu m'as probablement déjà entendu 100 fois, 1000 fois, peut-être même, je m'excuse pour celles et ceux qui me connaissent bien et qui m'entendent rabâcher, que la posture, c'est le plus important, que la réussite d'un accompagnement, c'est la posture et l'alliance, surtout, qui découle de cette posture, que les outils, oui, c'est bien, c'est cool, mais c'est quand même secondaire, blablabla. Bon. Donc, si tu m'as jamais entendu en parler, ça tombe bien, puisque cet épisode consiste à expliquer le pourquoi du comment. Si tu m'as déjà entendu parler de ça, je pense que cet épisode peut quand même t'intéresser, puisque souvent j'en parle, soit en story, soit en post Instagram, en newsletter, etc. J'ai pas autant de temps que dans un épisode de podcast, bien entendu, pour dérouler vraiment ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors la posture, bien entendu, c'est quelque chose de fondamental, mais c'est fondamental de comprendre l'importance qu'elle a dans la création de l'alliance, dans la qualité de l'accompagnement, etc. Et en fait, se poser la question aujourd'hui de pourquoi est-ce que la posture, ça fait plus que les outils, bah effectivement, c'est se poser la question de manière implicite, un peu en sous-titre, de qu'est-ce qui fait vraiment la qualité d'un accompagnement. Donc pour celles et ceux parmi vous qui sont coachs, pro, perso, que vous soyez thérapeute, sophrologue, naturopathe, thérapeute autre, consultant, consultante aussi, ça peut bien entendu vous intéresser. Les formateurs, formatrices aussi parmi vous, ça peut vous intéresser puisque, en tout cas pour celles et ceux parmi vous qui ont de l'accompagnement de vos élèves, mais bon, la plupart du temps, vous accompagnez quand même vos élèves à un moment donné. Donc, sauf si vous faites de la formation full asynchrone digitale, mais sinon, ça va aussi vous intéresser. Se poser la question de en fait, c'est quoi qui fait la qualité de mon accompagnement? Est-ce que c'est les outils que je propose dans cet accompagnement? Est-ce que c'est les exercices que je donne à mon bénéficiaire pendant les séances ou entre les séances? Est-ce que c'est comment dirais-je, mon savoir, mon expertise, ma technicité, hein? Je pense par exemple, exemple parmi tant d'autres, hein, mais les naturopathes parmi vous qui m'écoutent, est-ce que c'est ça qui fait la qualité de votre accompagnement? C'est votre niveau de connaissance sur le sujet? Est-ce que c'est la posture? Et bon, je spoil, c'est un peu de tout ça, bien entendu, parce que va sans dire que si tu as des outils super, mais que tu connais rien à ton sujet, bon, pas faire des miracles, on est d'accord. En revanche, la posture, elle combine un petit peu tout ça. Parce que t'as pas une bonne posture quand tu maîtrises pas ton sujet. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais ça aussi, il faudrait que j'en fasse un épisode de podcast un jour. Sur l'importance de la théorie. Alors je sais, c'est pas à la mode, parce que ce qui est à la mode, c'est de dire qu'il faut pratiquer, 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 pratiquer dans les formations. Et bien sûr, pratiquer, c'est hyper important, ça c'est clair. Mais à un moment donné, je suis désolée, c'est pas à la mode, mais en fait, la théorie, c'est la base. C'est la base sécure sur laquelle tu peux te rapatrier quand il y a un souci. Et c'est aussi cette base sécure parce qu'elle est suffisamment forte, parce qu'elle est suffisamment solide, que du coup je peux la quitter, je peux aller explorer avec mon bénéficiaire d'autres choses parce que je sais qu'à un moment donné, s'il y a besoin, rapatriement base sécure parce que je maîtrise la théorie, je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je parle, quoi. Bref. Donc, cette histoire de qu'est-ce qui fait vraiment la qualité de notre accompagnement, question un peu fondamentale et finalement dont on entend pas tant parler dans nos cycles de formation, dont on devrait d'ailleurs entendre parler au tout début de notre vie professionnelle et même dans nos cycles de formation. Et la plupart du temps, c'est plutôt une fois qu'on pratique déjà et au fur et à mesure des séances que cette question va se présenter de manière un peu phénoménologique. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir ce ressenti de il y a un truc qui est pas exactement comme je voudrais, ou il y a des endroits de l'accompagnement, des moments, des séquences de l'accompagnement qui sont particulièrement difficiles pour moi à gérer. Je suis passée à côté de quelque chose. Donc tout ça pour dire qu'on va se parler de cette fameuse posture professionnelle comme un socle profond, durable, structurant. Okay. Et je propose qu'aujourd'hui on se parle de ça avec de l'approche systémique et de l'analyse transactionnelle parce que c'est plutôt mes référentiels préférés, si je puis dire ça comme ça, que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de posture au sens un peu plus large. Donc aujourd'hui, on fait un peu plus de réglage, on va dire ça comme ça. Et le premier truc que je voulais qu'on adresse aujourd'hui dans cet épisode, c'est posture, positionnement, outils, un peu de clarté. Voilà, qu'on gagne un petit peu de clarté dans tous ces concepts, les différences, machin. Les outils, ça répond à la question comment. Bon, allez, on va le faire avec des questions. Ça répond à la question comment. Les outils, c'est les exercices, c'est le matériel que tu donnes en séance, c'est les exercices que tu donnes en séance et en interséance,
c'est les petits trucs et astuces, si je peux dire ça comme ça. Bref, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est opérationnel. Ça relève aussi de vos méthodes de questionnement, bien entendu. Ça peut être, je sais pas moi, un outil d'auto-analyse, ça peut être un questionnaire, ça peut être une pratique, ça peut être les exercices sur les valeurs, l'exercice sur les forces, les exercices sur les émotions, etc. Bon, qui donc sont importants, mais qui permettent plutôt comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, moi je sais pas, vous travaillez avec votre bénéficiaire sur les émotions, savoir identifier ses émotions, verbaliser ses émotions, et ben là les outils servent comment? Comment le bénéficiaire va apprendre à identifier ses émotions? Ouais, on a une roue des émotions, c'est un outil. Ok. Après, il y a cette question du positionnement. Le positionnement, c'est le où. Ou avec un accent. C'est là où tu es situé, en gros. Hein. Le positionnement, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport au bénéficiaire. Est-ce qu'on est dans une posture horizontale? Est-ce qu'on est dans une posture verticale? Est-ce qu'on est dans un entretien directif? Est-ce qu'on est dans un entretien non directif? Est-ce que on vient incarner quelque chose plutôt de l'expert, plutôt du facilitateur, plutôt du médiateur, plutôt de l'accompagnant au sens littéral, c'est-à-dire aller vers ensemble? Bon, toutes ces questions-là. Et la posture, du coup, quand on arrive à ça, la posture, c'est être. La posture, c'est pourquoi. Si on pourrait reprendre un petit peu nos questions, hein. On aurait comment, on aurait où et on aurait pourquoi. J'aime bien la notion de l'être parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement, surtout si vous écoutez cet épisode, et qu'il y a beaucoup de positions de prédilection de sauveurs et de sauveuses. C'est un sujet que je connais bien, que j'accompagne souvent. Et ces positions de sauveurs, j'en ai déjà parlé, ne savent que être dans le faire, puisque c'est ça que vous avez appris. Hein. De toute façon, on vous l'a appris. À faire constamment, à faire quelque chose, à tout le temps faire quelque chose. Et donc, être, c'est très compliqué. Et donc, par définition, la posture d'accompagnement, bah, ça va être compliqué puisque c'est une question de l'être avec un E, accent circonflexe majuscule. La posture d'accompagnement, elle vient parler de la manière dont on rentre en relation avec le bénéficiaire. Elle vient parler de notre cadre d'intervention et de la manière qu'on a d'incarner ce cadre et de tenir ce cadre aussi pendant les séances. Ça vient parler, cette posture, de comment est-ce qu'on reste en conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue chez le bénéficiaire, dans l'interaction avec le bénéficiaire, dans la séance, entre les séances, de ce qui se passe, de ce qui se joue ici, maintenant, demain. Bon, c'est la qualité de présence qui est incarnée auprès du bénéficiaire. Donc c'est vraiment une question de l'être, c'est dans le sens d'une posture qui est invisible mais qui pour autant est bien ressentie. C'est une question du pourquoi parce qu'elle vient aussi poser la question de l'intention. C'est quoi quand vous définissez votre cadre d'intervention, chose que l'on fera dans la promo 10 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui attaque le 23 octobre. Quand vous définissez votre cadre d'intervention, vous venez poser des intentions, vous venez répondre à cette question pourquoi. Pourquoi j'accompagne parce que vous allez poser cette question de c'est quoi votre proposition d'accompagnement, votre proposition de soins pour celles et ceux parmi vous qui sont plutôt dans le soin. Pour celles et ceux qui sont dans l'accompagnement, on peut traduire proposition d'accompagnement, d'accord? Donc vous venez questionner pourquoi j'accompagne, c'est quoi ma proposition d'accompagnement, c'est quoi mon cadre du coup. Une fois que j'ai une proposition, j'ai un cadre pour pratiquer, ok? C'est quoi ma manière de penser cet accompagnement, le lieu des accompagnements, mon cadre interne, mon cadre externe, etc., etc. Donc déjà, on s'est différencié 3 choses pour être sûr qu'on comprenne bien de quoi on se parle. Prenons petit exemple pour deuxième point. 2 séances, on prend les mêmes outils et on va pas avoir les mêmes résultats. On prend un exemple très simple. Je regarde mes notes pour celles et ceux qui sont sur YouTube pour que je me perde pas dans mon dans mon déroulé. C'est pour ça que vous me voyez regarder à droite. 2 séances, mêmes outils, pas même résultat. On prend un exemple très simple. Tu proposes un exercice à ton bénéficiaire pour travailler les croyances, par exemple, parce que je sais que ça c'est un sujet, notamment coach, consultante, formatrice, thérapeute aussi, pourquoi pas, que vous travaillez souvent. Bon. Donc vous voulez faire travailler les croyances, vous avez un super outil. Il est super, votre outil. Ok, il est formidable, vous l'avez rodé après des mois, des années de pratique, vous avez un PDF, Notion, je ne sais quoi, il est formidable. Certes, pour travailler les croyances, vous le connaissez par cœur, vous guidez votre bénéficiaire pas à pas, il répond aux questions, il trouve une croyance, blablabla, il la flexibilise, gna. Mais, si on s'occupe que de ça et qu'on s'occupe pas de la posture, por favor, je le répète tout le temps, on va passer à côté de tout. Parce que là, admettons que le praticien, la praticienne est en stress.
D'accord? Il est en stress parce que ça fait un moment que ça tourne et que ça vire avec ce bénéficiaire cette question-là. Et donc là, il se dit, il faut que cet outil fonctionne. Il faut absolument qu'on trouve une croyance parce que moi, là, je stresse, je ne sais plus quoi lui dire, je ne sais plus quoi lui proposer, je ne sais plus comment faire pour avancer. J'ai peur que mon bénéficiaire le prenne mal, j'ai peur que mon bénéficiaire se décourage, j'ai peur que mon bénéficiaire il soit pas content de l'accompagnement. Bon. D'accord? Le praticienne, il a tout ça dans sa tête là. Il est en train de stresser, il veut que ça marche, il veut que ça soit utile, il veut que ça soit efficace, que ça soit fonctionnel. Du coup, il anticipe à la place du bénéficiaire parce qu'il faut que ça marche. Et comme il connaît très très bien son outil, il connaît très très bien son PDF dont il est très très fier, il nous en a parlé 25 000 fois sur Instagram, il anticipe à la place de son bénéficiaire parce qu'en plus, il sait déjà où son bénéficiaire va aller et comment il va dérouler la fiche outil qu'on vient de lui donner. D'accord? Donc, le praticien, la praticienne, il veut bien faire. C'est pas le problème. Il tient à sa trame. Résultat, l'outil fonctionne, dans le meilleur des cas. Mais il n'y a pas de rencontre. À quoi sert cet accompagnement? Pardon, je vais le dire avec provocation, mais à quoi ça sert d'être là en séance ensemble si c'est pour faire remplir une grille et qu'il se passe rien d'autre que ça? Elle est où la rencontre avec un R majuscule? Où est-ce que les cartes du monde se sont rencontrées? C'est quoi le travail là du praticien, de la praticienne, à part de faire remplir un questionnaire? Bon. Autre version, on prend le même outil, mais cette fois, le praticien, la praticienne est présente. Je vais prendre elle. Allez, féminin majoritaire. Elle est présente. Elle est ouverte à ce qui se passe. Pendant que le bénéficiaire déroule sa fiche outil, la praticienne, elle observe les mouvements internes du bénéficiaire. Ce qu'il dit, surtout ce qu'il ne dit pas. Les petits commentaires, le non-verbal qui change, à quel moment de l'exercice, les mouvements internes, les émotions qui peuvent se traduire par le non-verbal qui bouge, qui change, etc. La praticienne qui accueille les résistances sans vouloir contourner, justifier, contrecarrer, convaincre. Cherche pas ça, ok? N'est pas avocat ou avocate, pas là pour convaincre. Bon. Et du coup, cette praticienne, elle n'est pas là pour réussir la séance, elle vit ce moment-là avec son bénéficiaire, elle est à l'écoute, elle est dans sa posture juste, et du coup là, qu'est-ce qui se passe? L'outil, il est secondaire. Là, ce qui est fondamental, c'est l'alliance relationnelle qui fait le travail. C'est le fait qu'on a un praticien, une praticienne qui est connectée. Elle est là, la praticienne. Elle est ancrée, elle est à sa place, elle est dans son cadre d'intervention, elle est connectée à ce qui se passe. Elle n'est pas connectée à elle, à sa peur, à elle, et qu'est-ce que je fais si ça marche pas, et comment je fais si mon bénéficiaire il veut pas, et est-ce qu'il va pas être content de l'accompagnement, et est-ce que ça va me poser des problèmes, et est-ce qu'il va y avoir des conséquences, et tu peux pas connecter dans une séance avec un bénéficiaire si tu n'es connecté qu'à toi, c'est pas possible, par définition, ça peut pas marcher, d'accord? Ici, dans mes deux exemples, on est sur le même outil, la posture n'a rien à voir, et donc ce n'est pas la même chose qu'il se passe. Au-delà de la question des résultats, posons-nous pour une fois autrement la question que est-ce qu'il y a plus de résultats d'un côté ou de l'autre, je ne sais quoi, c'est que dans le premier cas, quelle est la vie qui existe dans ce lien? La vie là, plus loin vie. Où est la vie dans ce lien si le lien que j'ai avec mon bénéficiaire, c'est la peur, le stress, la frustration, l'anticipation, l'anxiété, la performance, les résultats? Quelle vie il y a dans ce lien? Dans le deuxième cas, il se passe autre chose. Il se passe une alliance avec le ou la bénéficiaire qui sent qu'il y a une présence, d'accord? Le troisième point que je voulais qu'on voit dans cet épisode, c'est le fait de se cacher justement derrière ces outils, et c'est normal. C'est-à-dire que souvent, ça vient parler de la question de l'impuissance des professionnels de l'accompagnement, qui est un sentiment foncièrement pas très très agréable, bien entendu, que nous ressentons tous et toutes, et avec lequel il faut apprendre à dealer quand on accompagne les autres. Parce que évidemment qu'il y a des moments où on va se sentir impuissant ou impuissante, parce qu'il y a une thématique qu'on connaît pas, parce qu'il y a un bénéficiaire avec lequel il n'y a pas une super alliance, et bon, on n'arrive pas à avancer entre gros guillemets, je mets des guillemets parce que est-ce vraiment ça l'objectif? Bon, je ne sais pas, mais c'est un autre sujet. Parce que le bénéficiaire vit quelque chose de très 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 difficile, parce que nous-mêmes, nous sommes dans une période de vie en étant beaucoup moins disponibles, et donc on n'arrive pas à être présent vraiment à l'autre, parce qu'on n'arrive déjà pas à être vraiment présent à soi. Bon, tout ça pour dire que les outils, ça permet de gagner en puissance, ou tout du moins ça donne l'illusion de regagner en puissance, parce que on peut comme ça s'accrocher à sa petite fiche outil ou se réfugier comme ça derrière sa petite fiche outil. Ça peut
rassuré. Bien entendu, on se réfugie dans les outils, dans nos protocoles. Ce sont des structures qui sont rassurantes et qui permettent de regagner en puissance, ou comme je disais un petit peu avant, de se donner l'illusion de regagner en puissance. C'est normal, surtout au début, ok, puisqu'on cherche des repères, mais le problème, c'est d'en rester là en tant que pro de l'accompagnement. Parce que là, du coup, ce qui va se passer, c'est que si on en reste là, on cherche à éviter l'inconfort de la relation réelle, mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend aux bénéficiaires? On lui transmet quoi aux bénéficiaires? Qui, comme je le dis souvent dans la formation sur la posture, je l'évoquais rapidement juste avant, j'en parlerai à la fin, mais ce que je dis souvent à mes élèves de la formation de la posture, c'est que la manière dont vos bénéficiaires entrent en lien avec vous en dit long sur la manière dont ils entrent en lien d'une manière générale, et gardez toujours en tête que pour certains d'entre eux et d'entre elles, expérimenter un lien sécure, bah peut-être vous serez la seule personne avec laquelle il a l'occasion, ou elle a l'occasion, d'expérimenter un lien sécure. Vous devez être capable de donner ça, d'accord, de proposer ça. Et donc si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise avec le cadre, avec la posture, avec la relation, etc., parce que vous planquez derrière vos outils et compagnie, vous cherchez à éviter l'inconfort de la relation, mais du coup, qu'est-ce que vous donnez au bénéficiaire? Qu'est-ce que vous lui proposez là? C'est quoi cette proposition d'accompagnement? Après, vous pouvez avoir une autre proposition d'accompagnement, encore faut-il qu'elle soit claire pour vous et claire pour lui ou pour elle. Du coup, vous n'êtes pas à la rencontre de vous-même. Alors c'est sûr que vous n'allez pas à la rencontre du bénéficiaire et ça devient difficile de permettre au bénéficiaire d'aller se rencontrer lui-même s'il n'y a pas cet espace justement sécure. Et en fait, à un moment donné, je suis désolée parce que là aussi pendant des années on a entendu ouais, c'est la responsabilité du bénéficiaire, s'ils veulent pas avancer, blablabla, je sais pas quoi. Oh, c'est vous les professionnels en fait à un moment donné, c'est à vous de définir le cadre d'intervention, c'est à vous de tenir le cadre d'intervention et c'est à vous de proposer un espace sécure dans lequel le bénéficiaire, il se sent en confiance, il se sent accompagné, il peut venir déposer, il se sent contenu. C'est votre travail, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le sien quand même. Hein. Bon, je parle pas de résultat. Obligation de moyens, pas obligation de résultat. Hein. Je parle de pas de votre travail, hein, pardon, mais à un moment donné, voilà. Euh, Évidemment, quand on se planque derrière ces outils, derrière les protocoles, etc., même si encore une fois, on l'a tous fait et toutes fait, hein, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon, ça arrive. Hein. L'idée, c'est de pas rester là-dedans, parce que du coup, on évite aussi de prendre le risque d'être touché par ce qui se passe. Et que le bénéficiaire, du coup, là aussi, il va pas forcément se sentir vraiment très en lien, se sentir contenu, se sentir écouté, se sentir compris, se sentir accompagné, etc. En fait, si on fait un tout petit peu d'analyse transactionnelle, parce que je sais que la plupart du temps vous aimez bien, c'est que ça peut être une manière de rester dans une position de sauveur, pas tout le temps, mais ça peut être une manière aussi de rester dans une position de sauveur. Je parle beaucoup de sauveur, je rappelle, je le dis souvent, mais je préfère le rappeler, que tous les accompagnants ne sont pas en position de sauveur. Je le rappelle. Hein. Déjà parce qu'on joue les trois positions tout le temps, hein, quand on est dans les jeux psychologiques, on n'est pas que dans une seule position. Et ensuite, les pros de l'accompagnement, vous avez des pros de l'accompagnement qui ont des positions de prédilection victimaires et beaucoup ont des positions de prédilection de persécuteurs. C'est-à-dire d'être dans des positions de domination. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de positions de sauveur et comme c'est les profils que j'ai les plus souvent dans la formation, je donne souvent des exemples à partir du sauveur, mais du coup le fait d'être accroché comme ça à ces outils, de se planquer derrière ces outils, derrière ces protocoles, etc., ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être une manière aussi de rester dans cette position de sauveur parce qu'on reste dans une position de je sais ce qui est bon pour toi, je vais t'aider grâce à ce super outil, sauf que encore une fois, ça empêche l'autre de se mobiliser, ça enferme l'autre dans sa position victimaire, ça l'empêche de prendre ses responsabilités entre guillemets, j'aime pas beaucoup cette expression mais vous comprenez ce que je veux dire, et évidemment si vous êtes en position de sauveur ou de sauveuse, eh bien vous prenez le risque de vous épuiser évidemment parce qu'à vouloir faire bien évidemment c'est épuisant. En fait c'est vraiment cette idée de comment je pourrais dire ça, vous êtes trop focus, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, c'est que vous êtes trop focus sur vouloir faire bien et pas assez focus sur vouloir être là, sur vouloir être en lien. Vous voyez, le fait d'être obsédé par je veux faire bien, je veux faire utile, je veux faire fonctionnel, je veux faire productif, je sais pas quoi, ça ne permet pas d'être présent ou présente au lien. C'est ça que je voulais expliquer. Dernière chose dont je voulais qu'on se parle dans cet épisode, c'est du coup de revenir à cette notion de posture avec un regard cette fois un peu plus systémique. Dans cette vision systémique, si on se met dans un référentiel de systémique, on garde bien en tête que ce qui fait bouger un système, ce n'est pas un outil. C'est pas une fiche outil, c'est pas un protocole, c'est pas
un truc miracle, magique, je ne sais quoi. Ok. Ce qui peut faire bouger un système, ce qui fait bouger un système, c'est une modification de la dynamique relationnelle. Et ça marche pour vos accompagnements. C'est-à-dire que ce qui va faire changer le système de ton bénéficiaire et qui s'élargit au système praticien, enfin bénéficiaire praticien, praticienne, ok. Pour faire changer ce système, les outils ne changeront pas le système. Je l'ai déjà dit 20 000 fois, je le répète une dernière fois. Les outils que vous avez, aussi formidables soient-ils, n'entraîneront pas de modification profonde du système. Au mieux, ils entraîneront des changements de niveau 1. On verra tout ça en formation si c'est pas clair ce que je te raconte. Pour celles et ceux qui voient de quoi je parle, je fais référence au niveau de changement de Reynaldo-Perron. Ça entraînera au mieux des changements de niveau 1, c'est-à-dire des changements dans le même cadre de référence. Par contre, si votre travail consiste à changer le cadre de référence, comme j'entends partout qu'on travaille sur les croyances, machin, donc c'est-à-dire qu'on est censé emmener des changements de cadre de référence, je vous le dis de manière claire et nette, un outil ne permettra jamais, jamais, jamais un changement de cadre de référence. C'est pas possible. Ce qui va permettre un changement de cadre de référence, qui peut tout à fait être accompagné par les outils, qui peut être soutenu par les outils, mais c'est pas eux qui vont permettre ça, c'est une modification de la dynamique relationnelle, du cadre relationnel et notamment de la dynamique relationnelle. Il faut changer quelque chose dans les règles explicites et implicites du système pour que le système se redistribue autour du bénéficiaire. Si on a une vision systémique, on voit bien que c'est pas ton PDF, ta fiche outil PDF, aussi formidable soit-elle, qui va révolutionner un système qui est ancré depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Par contre, ta fiche outil peut venir appuyer, incarner, matérialiser ce que toi tu essayes de faire dans le changement profond. Voilà, c'est une modification du cadre relationnel et ce cadre, c'est toi qui le tiens quand on est pro de l'accompagnement. Donc, quand ta posture, elle est claire, elle est sereine, elle est ancrée, elle est stable, elle est incarnée, ton bénéficiaire, il se sent accueilli, il se sent soutenu, il se sent contenu aussi, la question de la fonction contenante, on en parlera en formation. Tu n'es pas en train de faire les choses à sa place, okay, tu l'accompagnes. Je rappelle que accompagner, littéralement, c'est aller vers ensemble, donc on y va ensemble. On ne force pas le mouvement, on accompagne le mouvement là où ça bouge. Résultat, on a plus d'impact avec les bénéficiaires, on est moins fatigué, moins épuisé, donc plus en présence pour les bénéficiaires qui suivent bien entendu, et on n'est pas là à se mettre soit dans une position de sauveur avec sa petite cape autour du cou en disant je vais m'occuper de tout, je vais te sauver de tout, je ne sais quoi, et on ne bascule pas non plus dans le persécuteur, parce que je l'ai déjà dit 20 000 fois, un sauveur épuisé finira par passer en persécuteur, ou en position victimaire, hein. Un sauveur épuisé va passer en persécuteur en disant bon c'est bon, il me fait chier, ce bénéficiaire, de toute façon il a pas envie que ça avance, il fait pas d'efforts, il fait du mauvais esprit, c'est sa faute, etc. Ou basculer en position victimaire en disant et j'en ai marre, et moi je fais toujours tout ce que je peux pour lui, et lui il prend pas ses responsabilités, et c'est toujours sur moi que ça retombe, et si je m'en occupe pas, y a rien qui se passe, blablabla. Bon. Donc, on ne demande pas à des professionnels de l'accompagnement d'être parfaits, on ne demande pas à des professionnels de l'accompagnement d'être omniscients, on demande à des professionnels de l'accompagnement d'être ancrés, d'être clairs et surtout d'être en lien et qu'il y ait de la vie dans ce lien, pas des fiches PDF. Voilà, c'est ça la posture d'accompagnement. Donc, morale de l'affaire, morale de l'affaire, j'ai déjà dit pas mal de choses, hein. Travailler sa posture, c'est pas abandonner les outils. D'accord, hein, c'est pour conclure et qu'on soit bien clair, je dis pas de plus avoir d'outils, que ça sert à rien. J'ai dit qu'on remet les outils à leur juste place, c'est-à-dire qu'ils doivent être au service de la relation, au service de la transformation du bénéficiaire et pas à la place de la relation qui permet la transformation. Voilà, je vais le formuler comme ça. 2 mots du coup sur la formation. Pour celles et ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, si tu as la sensation, l'impression que tu donnes beaucoup dans tes séances, mais que finalement ça ne bouge pas tant que ça avec ton bénéficiaire, que tu donnes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie surtout, pourquoi pas beaucoup d'argent, parce que peut-être tu baisses tes tarifs, etc. Les séances qui débordent, puis tu donnes beaucoup de contenu en interséance, tu leur donnes plein de trucs, des PDF, des fiches, des je sais pas quoi. Tu sors des séances, t'es épuisé, tu te demandes voilà qu'est-ce que tu vas bien pouvoir apprendre, faire une nouvelle formation, quel nouvel outil tu vas apprendre, quelle nouvelle formation tu veux faire pour te sentir plus professionnel, plus légitime. Bueno, si tu te retrouves dans cette situation, je te le dis, c'est pas un outil qui te manque, c'est pas un outil qui te fausse, c'est de la posture. C'est ce qu'on vient de se dire tout du long. 2 mots du coup sur la formation. 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 2 mots du coup sur la
Et la bonne nouvelle donc pour toi, c'est que la formation à la posture, elle revient. Du coup, le 23 octobre démarre la promo 10 de cette formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante, donc la formation posture niveau 1. Et il reste quelques places. Donc vraiment, le but de cette formation à la posture, bon, je vais pas trop faire un sketch sur la posture, je viens de t'en parler pendant 30 minutes, hein, donc je ne te réexplique pas cette partie-là. Le but de cette formation, c'est vraiment de faire passer ces accompagnements à un autre niveau. Vraiment, l'idée, c'est clarté, sérénité, légitimité, confiance. Ok. L'idée, c'est qu'on ressorte de là en tant que pro de l'accompagnement en sachant réagir. Okay. Vous savez répondre, vous savez réagir, vous savez réorienter aussi, vous savez relancer votre bénéficiaire. Bref, on va apprendre à faire plein de choses dans cette formation. De toute façon, on te met dans la description le lien vers la formation pour que tu puisses aller voir tranquillement si c'est fait pour toi, si ça peut t'intéresser, le programme, blablabla. Et pour réserver ton appel découvert gratuit, hein, ça dure 30 minutes, c'est sans engagement, pour pouvoir me poser tes questions, pour être sûr, c'est moi que tu auras au téléphone, pour voilà être sûr que ça te convient et que ça peut t'aider et que c'est fait pour toi. Vraiment, cette formation, bon, je l'adore forcément, hein, c'est la 10e promo, hein, ça fait 5 ans que je la donne cette formation, donc elle est quand même bien rodée. Et je l'adore dans le sens de voir le cheminement des élèves entre le tout début et la fin, et de voir tout ce qu'ils apprennent, mais surtout tout ce qui change en eux. Encore une fois, c'est les changements de niveau 2. On change le cadre de référence. On sort des automatismes, on définit son cadre, on renforce son cadre, on développe sa présence, on affine une conscience relationnelle, et on le voit se dérouler au fur et à mesure de la formation. Bon, en tout cas, si éventuellement donc cette formation peut t'intéresser, on te met les liens dans la description pour que tu puisses aller voir tout ça tranquillement. Et puis moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je te dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao.